Bonjour tout le monde, j'ai eu quelques demandes pour montrer comment utiliser l'environnement Pascal sur Amstrad CPC. Je pense que le plus simple pour faire ça, c'est de créer un programme écoutez, à partir de rien. C'est ce qu'on va faire ici. Donc un programme graphique qui utilise le clavier, les couleurs, etc. Pour commencer déjà, comme je l'avais indiqué dans d'autres vidéos, donc j'utilise WinAPE comme émulateur. Il est vraiment très très bien pour programmer, celui que je vous conseille. Et en plus, il a le gros avantage d'être compatible avec le CPC+. Donc on peut utiliser des sprites hardware, etc. Précédemment, j'utilisais un environnement CPM en ROM. Je continue d'utiliser un petit peu, mais en fait, là, je suis plus maintenant sur un autre environnement. Je vais vous montrer ça. Si on regarde ce qu'il y a sur cette disquette. Donc, j'utilise en fait le CPM qui a été livré à l'époque par Vortex. L'intérêt, c'est qu'il gère une disquette 5 pouces écart en drive B de 720 kilooctets. Ce qui veut dire qu'on a une disquette A classique 3 pouces, de 180 kilooctets ou à peu près, une disquette B de 720, ce qui fait quand même beaucoup de place. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et en plus, ça gère aussi un drive C, un drive virtuel de 444 kilooctets. Tout ça, donc ce que j'ai mis sur la disquette A, on voit ici, le DX11 CPM3.EMS, c'est le CPM3 qui gère ce drive de 720 kilooctets. Dans l'émulateur WinAPE, il suffit de le configurer comme un drive B de 720 kilooctets. Tout ce qui est là, donc vous avez également le Turbo Pascal, turbopascal.com, le turbopascal.ovr. T1 c'est pour installer, configurer les claviers du Turbo Pascal. Je ne sais même pas si le t1.com doit continuer à être présent sur la disquette, mais enfin, tout est là. Vous voyez que le Turbo Pascal, il est vraiment très compact. Le .com fait 31 kilooctets, c'est vraiment très, très petit. Tout ça, ça se trouve sur Internet. Ce que je vais vous faire, si vous voulez réutiliser cette disquette qui est paramétrée, qui gère les touches qui vont bien de l'Amstrad CPC, je vais la mettre dans un lien de cette vidéo. Alors, on y va, on lance le CPM. Voilà, on y est. Vous avez vu que j'ai fait un set pass. Ça nous permettra d'aller chercher directement le programme Turbo Pascal sur la disquette A, même si je suis sur le disque B, etc. Si on regarde la commande show, ça nous affiche ce qui nous reste disponible sur chacun des disques. Donc très peu de place sur le disque A. Il me reste 256 kilooctets sur le disque B, sur les 720 que ça comporte. Et mon disque virtuel C n'est pas du tout utilisé, donc j'ai 444 kilooctets. Si je regarde ce que j'ai sur le disque B, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. On a, oui, il y a toutes mes bibliothèques, tout est dedans. Alors il y a des commandes que j'ai montrées dans une autre vidéo pour avoir la totalité de ce qu'il y a sur la disquette avec les tailles que prennent les fichiers. C'est un disque ARMDIR slash full. On voit par exemple ici que le programme Gomoku fait 20 kilooctets par exemple. Voilà. Alors, on va développer notre petit programme. Ce que je vous propose de développer ici, alors je vais aller le chercher dans OBS. Je ne suis pas un grand utilisateur d'OBS, mais on va essayer de s'y retrouver. Je vais retrouver ma fenêtre qui doit être ici. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de programmer la fourmi de Langton. La fourmi de Langton, c'est quoi? C'est un automate cellulaire, comme le jeu de la vie. Donc c'est fonctionne dans un univers bidimensionnel, qui sera pour nous notre écran, avec des règles du jeu qui sont très simples. Les règles sont les suivantes. Donc on va avoir un écran noir avec des fourmis qui vont être blanches. Alors ce que j'ai en prévu, on va voir si on y arrive, c'est de commencer par faire un programme qui va gérer une seule fourmi, puis essayer d'en gérer plusieurs. Donc l'écran sera noir, on verra si on choisit cette couleur. La fourmi, la première sera blanche, les autres on mettra un petit peu de couleur. Vous allez voir pour que ce soit plus sympa.
Le principe, c'est qu'on dépose une fourmi sur notre plateau de jeu, donc c'est un ensemble, on va dire, de dalles. La fourmi, elle peut se déplacer à gauche, à droite, en haut ou en bas, d'une case à chaque fois. Et elle respecte mécaniquement des règles qui sont décrites là. Si la fourmi est sur une case noire, ce qui va être le cas la première fois, elle va tourner de 90 degrés vers la gauche, changer la couleur de la case en blanc et avancer d'une case. Si la fourmi est sur une case blanche, elle tourne de 90 degrés vers la droite cette fois, elle change la couleur de la case en noir et elle avance d'une case. Forcément, à un moment, elle va revenir sur ses pas. Vous allez voir ça si tout fonctionne correctement. Alors, je vous passe le détail, la théorie mathématique, etc. Vous la trouverez sur Wikipédia. Il y a aussi des vidéos qui sont très bien faites sur le sujet. Vous voyez à droite, là, dans le petit dessin, ce à quoi on devrait arriver à la fin, après 11 000 étapes. Pour arriver à ça, il y a 11 000 déplacements de la fourmi. Et avant le 11 millième déplacement, on a une espèce de patatoïde un petit peu informe. Et à partir du 11 millième ou à peu près, ça devient beaucoup plus régulier, ce qui est un petit peu étrange. On peut aussi fonctionner, vous voyez dans la petite animation qui est dessous, travailler avec 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40, 50 fourmis. Bon, on va essayer de faire ça également. Par contre, là, dans la petite animation, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais chaque fois que la fourmi sort par le haut, elle revient par le bas. Quand elle sort par la droite, elle revient par la gauche. Bon, personnellement, j'aime pas trop cette façon de faire. On va pas le faire comme ça. On va considérer qu'une fourmi qui sort de l'écran, elle est morte et elle n'est plus active. Alors, je vais garder cet écran là pour m'y référer pendant qu'on va faire le petit développement. Je vais repasser sur notre émulateur Amstrad. Voilà, on y est. Donc on est sur le disque C. Ce que je propose, c'est qu'on travaille sur le disque C. Ce qu'on va faire, si jamais on doit modifier les bibliothèques, on va recopier les bibliothèques, donc les include, sont des bibliothèques pour gérer les graphiques, le clavier, le son, etc. Donc des choses que j'ai écrites depuis quelques mois où je me suis remis au l'Amstrad CPC et j'ai découvert le Turbo Pascal sur l'Amstrad CPC. Je connais le Pascal, hein, mais je n'avais jamais utilisé jusque maintenant la version sur CPC que je trouve quand même très très bien faite. Donc, ce qu'on va faire, on va recopier sur notre disque C toutes les bibliothèques qu'on a sur la disquette B. La commande copie en CPM, c'est pipe, PIP. Donc la syntaxe est un peu différente du copy DOS, hein. Donc je dis que pipe c deux points égal, donc je lui donne d'abord la destination. Je veux que je vais mettre sur ces deux points égale B deux points et on va prendre tous les fichiers de type include qui va me les copier. Bon, si par exemple ici je voulais copier le fichier uscreen.inc en uscreen.hold, je ferai un pipe uscreen.hold égale uscreen.inc. La commande est très puissante, et bon, il faut un petit peu d'habitude pour l'utiliser parce qu'elle est un petit peu différente du copy. Bon, on y va, on lance notre Turbo Pascal. J'inclus les messages erreurs, ce que je fais systématiquement. Vous voyez à quoi ressemble l'interface. Je suis sur le drive B, j'ai lancé mon Turbo Pascal qui est sur ma disquette A, mais comme j'ai défini des chemins de recherche en CPM, il va chercher automatiquement le logiciel. Ben, on y va, on appuie sur la lettre E, ce qui va nous permettre d'éditer un programme. Donc il me demande de créer mon fichier de travail. On ne va pas faire très original, on va l'appeler fourmi. Là, je suis dans l'éditeur de Turbo Pascal. Programme Pascal, j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est toujours un petit peu la même logique, hein. Donc, on va dire que c'est notre programme fourmi. J'ai un begin et j'ai un end point final. Voilà, j'ai la syntaxe minimale d'un programme Pascal. Alors, des begin-end, on va en manger pas mal. Voilà, avant de nous lancer, on va quand même réfléchir un petit peu, hein. Donc cette fourmi de Langton, elle va se balader sur notre écran. Elle va respecter les règles qui sont définies. Les cases, chaque pixel de l'écran va correspondre à ce que Wikipédia appelle une case, la fameuse grille bidimensionnelle. Donc nous aurons, on va travailler, je pense, en mode, oui, on va le faire en mode 1, c'est le mode graphique le plus équilibré.
qui nous permettra d'avoir 4 couleurs. Donc on aura le fond d'écran en noir, notre fourmi en blanc, et puis si tout ça fonctionne bien, on créera une version avec d'autres fourmis en couleur. Là, on est un petit peu devant notre page blanche, il va falloir se lancer. Donc, première chose que l'on va faire, qui est certain, on peut le faire sous une forme de sous-programme ou on peut l'intégrer directement dans le Begin. Moi, j'aime bien pas mal segmenter en sous-programme. On va faire un petit sous-programme initialisation. Point virgule, le point virgule, c'est ce qui permet en Pascal de séparer les instructions. Donc, on y va, initialisation. Eh bien, écoutez, on va créer une procédure qu'on va appeler initialisation. L'idée, c'est que cette procédure-là, elle soit exécutée une seule fois au moment où on va lancer le programme. Donc, initialisation, idem, toujours des begin et des end, cette fois-ci avec un point virgule, parce que c'est pas la fin du programme. Le point marque vraiment la fin du programme. On a acté qu'on serait en mode 2, donc là on va utiliser les commandes des unités que j'ai créées. Ici, très simplement, on va faire C1 set mode 1 pour dire qu'on va travailler en mode 1. Alors j'ai pas repris les instructions du basique, j'ai préféré être plus dans une logique verbe set mode 1, hide curseur pour cacher le curseur, etc. Et essayer de me limiter à 3 caractères par mot. Bon, ça permet d'avoir des choses assez succinctes. Et personnellement, je trouve que ça aide à la lisibilité. J'aime pas tellement les programmes écrits avec des procédures ou des variables de 36 caractères. Bon, je trouve pas que ça aide vraiment à. Je trouve que c'est compliqué à lire en fait. Mais après, chacun ses goûts. Alors, pour utiliser les bibliothèques, ce qu'il faut absolument dans Turbo Pascal, c'est les déclarer. Donc, c'est des include en fait. Donc, je vais lui demander d'inclure en début de programme la bibliothèque. Je l'appelle bibliothèque, allez, ugraph.inc, inc comme include. Donc ça va me permettre d'utiliser là toutes les commandes qui sont définies dans cette bibliothèque qu'on pourrait aller voir peut-être dans une autre vidéo. Alors j'ai publié une première version, mais qui a été largement complétée depuis. Je vais attendre d'avoir une version stabilisée avant de la republier. Donc je passe en mode 1. On va sélectionner la palette. Alors j'ai plusieurs instructions, mais en mode 1, je vais créer une instruction spécifique et set pal mode 1, comme c'est choisir la palette du mode 1. J'ai mis aussi quelques constantes pour les couleurs. Donc la couleur 0, ça va être la couleur du fond. On va dire, alors les sons français, c'est du noir. La deuxième, on va dire que c'est du white. Je suis plus sûr et certain que j'ai défini toutes ces couleurs-là, mais on ira vérifier. Et par la suite, on pourrait mettre, par exemple, sauf que c'est pas white, c'est en français, c'est blanc. On va mettre je pense que j'avais créé une couleur qui était rouge vif. On va mettre des couleurs un peu pétantes et du bleu vif, c'est pas mal. Donc c'est bleu vif. On a défini nos couleurs, on les changera si elles ne nous plaisent pas à l'usage. Voilà pour notre procédure d'initialisation qui est toute bête. Donc retenir qu'on est en mode 1, 320 par 200, avec un certain nombre de couleurs. Bon, là on va commencer à réfléchir un petit peu plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai ce genre de problème à résoudre, c'est de structurer déjà penser à bien structurer les données. Vous avez vu dans l'article Wikipédia, il y a toute une histoire de fourmis qui avancent, qui tournent à gauche suivant la couleur de la case, qui tournent à droite suivant la couleur de la case. Bon, ça peut vous rappeler un petit peu le logo. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec. C'est peut-être des problèmes d'orientation que j'ai. Je me perds assez facilement. Plutôt que de raisonner en tourne droite, tourne gauche, etc., ce qui n'est pas toujours évident parce que si je vais vers le nord et que je tourne à droite, je vais dans une direction. Si je vais vers le sud et que je tourne à droite, mais je ne vais pas dans la même direction que si je vais vers le nord. Donc, je préfère raisonner en coordonnées nord-est, sud, ouest. Et on va définir, on peut faire ça en Pascal, on va définir un type.
enfin on va dire plusieurs types. Un type c'est quoi en fait? Un type byte c'est un type, integer c'est un type, réel c'est un type, char c'est un type, et on peut en Pascal définir nos propres types. Donc je vais créer un type qu'on va appeler direction, qui est égal à, et on va mettre toutes les coordonnées nord, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, est, on verra que c'est utile après pour s'y retrouver, sud et ouest. On a les directions, voilà, qu'on définit comme ça. Donc ce type direction, bah, c'est comme un type byte, simplement au lieu d'aller de 0 à 255, mon nouveau type de direction que je viens de créer là, il va de nord à ouest. Si je définis une variable type direction, je pourrais dire for cette variable de point égal nord to ouest, il va me passer toutes les directions en revue. Ou si je lui fais un test, il va me dire que sud est supérieur à est par exemple, ou que ouest est inférieur à nord. C'est une suite ordonnée en fait de thèmes que j'ai définis. On a vu aussi que notre fourmi, bah, elle a une position, elle a donc une couleur, on va la forcer, parce qu'après dans un deuxième temps on aimerait avoir plusieurs couleurs. J'ai aussi évoqué le fait que ce qu'on allait faire, c'est faire en sorte que si la fourmi sort de l'écran, elle s'arrête, elle meurt, on peut le dire comme ça. Ben, ce qu'on va faire pour gérer tout ça, on va déclarer un type fourmi. On va dire que fourmi, c'est un type, on pourrait presque dire que c'est un objet, même si c'est pas un objet au sens de la programmation objet. La programmation objet en Turbo Pascal, elle apparaît que sur les versions 5.3 ou 5.4, je crois. Mais on a cette notion de record, en fait, d'enregistrement. Donc je vais dire que ma fourmi, c'est un enregistrement qui contient ses coordonnées, x, y, qui sont de type integer. On pourrait aller plus loin, dire que x il va que de 0 à 640, y de 0 à 200, bon, on va pas pousser le vice trop loin. X, y integer, c'est pas mal. Notre fourmi, elle a une direction, elle va au nord, elle va à l'est, elle va au sud, elle va à l'ouest. Donc on va dire qu'on lui affecte un sous-élément, je vais le dire comme ça, direction de type direction. Vous voyez que c'est un peu une logique de poupée gigogne. On va aussi spécifier la couleur du crayon. Alors je l'appelle crayon plutôt que couleur parce que on a défini la palette. Hein. Si je prends le crayon 0, je suis en noir, le crayon 1, je suis en blanc, le crayon 2, je suis en rouge vif, etc. Donc on va dire que notre crayon, en fait, je pourrais dire que c'est un byte, mais je peux aussi dire qu'il a une valeur comprise entre 0 et 3, comme je suis en mode 1. Alors, en Pascal, vous verrez quand je compile, il va souvent me manquer des points-virgules. Il faut toujours mettre des points-virgules pour séparer les instructions. Le saut à la ligne, il ne signifie rien en fait. Et il y a la dernière chose aussi, il faut qu'on sache si notre fourmi est vivante ou est morte. Donc on va définir cette variable booléen. Voilà, et on aura true ou false. Donc j'ai mon record, je termine. J'ai défini en fait mon type fourmi, qui est un type bon, qu'on pourrait dire complexe en fait. Hein. Mais bon, vous allez voir d'ailleurs, je vais créer une variable. Si je crée une variable, donc j'ai créé mon type, un type fourmi, c'est comme entier, etc. Comme on disait. Je vais créer ma variable fourmi, je l'appelle fourmi, et je vais dire qu'elle est du type fourmi. Donc elle fait partie de la famille des fourmis. C'est-à-dire chaque fois que je vais déclarer une variable de type fourmi, cette variable-là, elle aura une position XY, une direction, une couleur de crayon, et elle sera vivante ou pas, ou morte. Voilà, on en est là. Dans initialisation, ben, ce qu'il faut, c'est que ma fourmi,
Je l'initialise, hein, puisque par défaut, je ne sais pas quelle est les valeurs de x, de y, quelle est la direction qu'elle aura à l'origine, quelle est la couleur du crayon. Là, j'ai deux façons de faire, hein. Soit, comme j'ai créé ma variable fourmi, je peux lui dire fourmi.x égale 2 points égale quelque chose, fourmi.y 2 points égale quelque chose, fourmi.direction 2 points égale, par exemple, nord, est ou sud. J'ai une autre façon de faire qui est plus lisible, souvent d'ailleurs plus succincte, c'est de dire avec, donc with fourmi, avec ma fourmi, do, alors begin encore, hein, toujours, donc les begin, il y en a beaucoup, c'est vrai, c'est parfois reproché au Pascal, mais bon, c'est comme ça. Donc with fourmi, do begin, qu'est-ce que je fais avec ma fourmi? Bah, je vais lui dire que je vais la placer en coordonnée 320 au milieu de l'écran, je vais la placer en Y en 200 au milieu de l'écran, on va travailler en coordonnées utilisateurs, hein. Donc en coordonnées utilisateurs, les coordonnées de l'écran de l'Amstrad sont toujours de 0 à 640 sur 0 à 400, même si la résolution peut être plus basse que ça. Pour ça que vous allez voir, là, on va avancer, notre fourmi va avancer de deux pas à la fois. Deux pas ne correspondent qu'à un seul pixel. On va lui dire aussi que notre crayon, il est... On va choisir le blanc, c'est-à-dire que la deuxième couleur de la palette, crayon 2 points égale 1. On va lui dire que par défaut, la direction de ma fourmi, c'est par exemple le nord, pourquoi pas. Et que, évidemment, par défaut, je vais dire qu'elle est vivante, sinon elle ne va pas bouger beaucoup. Donc, elle est en 320, elle est en 200, crayon 1, direction, vivante. Voilà, j'ai tout défini. Donc, j'ai ma procédure d'initialisation qui est terminée. Ici, je suis sur mon programme principal. En général, je ne mets pas de commentaires, mais on va le mettre ici. Ici, on est sur le prog principal. Alors, le Pascal, plutôt le compilateur Pascal, en tout cas le compilateur Turbo Pascal en particulier, est monopasse. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le programme est compilé en une seule passe, ce qui explique pourquoi il est rapide, ce qui explique aussi qu'avec une machine comme l'Amstrad, on peut créer des programmes en Pascal de 50 kilooctets, un exécutable de 50 kilooctets, on peut le faire. Comment il va faire en fait, c'est que déjà, comme par exemple ici, j'appelle ma bibliothèque graph.inc, il va la charger, il va la compiler, il va décharger le texte. Si je compile sur disque, il va compiler au fil de l'eau. En fait, il va créer mon .com au fil de l'eau. Donc, on peut créer de très gros programmes enfin très gros, jusque 60 kilooctets en fait en Pascal, ce qui fait quand même un gros exécutable. Alors, je suis ici, là, je fais mon initialisation. Quand j'aurai fait mon initialisation, je vais me retrouver en mode 1. J'aurai choisi ma palette, j'ai initialisé ma fourmi avec les coordonnées qui vont bien. Maintenant, ben, on y va. Il va falloir la faire bouger. Donc, la faire bouger, comment on va faire ça? On peut se dire que, bon, très probablement, on va réfléchir comme ça. On peut faire une boucle repeat. Donc en Pascal, j'ai les boucles repeat utiles, hein. Donc des boucles très simples, répétées jusqu'à ce que quelque chose arrive. On pourrait dire, là on a une seule fourmi, on va dire qu'on va répéter le déplacement de notre fourmi jusqu'au moment où la fourmi n'est plus vivante. On va le faire comme ça, notre vivante. Ce qui veut dire qu'entre mon repeat et mon until, il va falloir que je gère le fait que ma fourmi dépasse les bordures de l'écran, et là elle ne sera plus vivante. On va quand même rajouter quelque chose, pour pouvoir interrompre le programme avant la fin. On va gérer la touche échappement. Alors ça, j'ai pris une petite note quelque part parce que je n'ai pas mis de constante, et voilà, je ne retrouve plus mes notes. Donc on va tester le fait que... Alors est-ce que je vais la retrouver? Ah, oui, c'est ça. C'est la touche 66. On va tester le fait que la touche 66 qui correspond à la touche Escape, donc ça vous trouvez ça dans le manuel de l'Amstrad,
Donc si j'appuie sur la touche Escape, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir de ma boucle repeat until. Ce qu'on va faire aussi ici, c'est une commande aussi qui est dans le. On va attendre, on va faire un wait char, attendre qu'on appuie sur une touche du clavier, sinon le programme va se terminer quand la fourmi pardon, ne sera plus vivante, tout de suite il va sortir, le programme va s'arrêter et on ne verra pas l'image sur l'écran. Alors, j'utilise WaitChar, j'utilise TestKey, ça veut dire qu'ici, il faut que j'utilise aussi ma bibliothèque clavier. Donc idem, hein, $i comme $include, et je vais utiliser donc la bibliothèque clavier, je l'ai appelée comme ukboard en fait, ukbd. .inc. Voilà. Donc, bah là, écoutez, notre programme, déjà, il prend forme, hein. Il nous manque ici, je pourrais presque le lancer, là. Ce qu'on va faire, on va pas le lancer, mais on va le compiler. Comme ça, on va voir déjà s'il y a des erreurs dans tout ça. CTRL KD, je compile mon programme. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une erreur, point virgule, fallait s'en douter. J'ai oublié un point virgule quelque part. Ça, c'est assez systématique chez moi. Je recompile, j'en aurai un deuxième. Ah non. J'ai effectivement. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Il ne retrouve pas vivante. Pourquoi? Parce que le vivante, on peut dire que c'est un attribut de ma variable fourmi. Donc il faudrait ici que je mette fourmi.vivante par exemple. Je vais le mettre, mais en fait on va faire différemment. Ce qui veut dire que là, CTRL KD, je compile, vous voyez que la compilation est rapide. Bon, ben ça marche, je ne vais pas l'exécuter parce que forcément ça va pas marcher. Donc mon programme principal, j'initialise. Ici, on peut passer un petit peu d'espace pour éclaircir les choses. J'ai mon repeat, until. Et là, je repars en fait sur mon Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment marche cet automate cellulaire? Si j'y vais, je regarde comment ça marche. La fourmi donc peut se déplacer à droite, à gauche, d'une case, en haut, en bas, etc. Suivant les règles suivantes. Si la fourmi est sur une case noire, donc la couleur du fond de l'écran, elle tourne de 90 degrés vers la gauche, change la couleur de la case en blanc et avance d'une case. Bah écoutez, on va le faire un petit peu naïvement, hein, on va faire ça. Donc si la fourmi est sur une case noire, bah, on va faire if, alors encore une instruction qui est dans la bibliothèque graphique. Donc c'est un get point absolu. De la même façon, j'ai des gain point relatifs, enfin ce genre de choses, en fonction de la position du curseur graphique. X, Y. Je vais mettre comme ça, zen. Alors là, vous allez me dire X, Y, c'est pareil, il faudrait que je mette fourmi.x, fourmi.y. Bon, c'est un peu compliqué. On va le faire différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour éviter tous ces problèmes-là, on va faire un gros bloc with fourmi, do. J'ai normalement pas besoin de mettre un begin parce que j'ai tout de suite après mon instruction repeat. Enfin, si c'est pas très clair pour vous, on peut quand même. Bon, je vais quand même le mettre, mais on pourrait s'en passer en fait ici. Donc je vais mettre un end. Le principe c'est que j'ai besoin d'un begin si j'ai un bloc, un begin end. Si j'ai une instruction, et là comme repeat, c'est que ça correspond aussi à un bloc d'instruction, j'ai pas besoin de le mettre, mais on va le faire quand même comme ça. Donc with fourmi, do, ça veut dire que dans tout le bloc, là, entre ça et puis la fin de mon bloc de fourmi, alors on va sauter une ligne ici, chaque fois que je fais faire référence à X, Y, visible, couleur, etc., tout ça va s'appliquer sur ma variable fourmi. Donc, si mon point est noir, donc noir c'est la couleur dans ma palette, la première couleur c'est noir, c'est 0. Je pourrais d'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, je pourrais même faire ça. Si la couleur est égale à C noir, ma constante C noir, qui est rien d'autre que 0, alors je commence à faire quelque chose. Là j'aurai un end, et j'aurai un else, et j'aurai un begin dans le cas contraire. Et ici je vais déjà mettre mon end pour le deuxième bloc. Donc si je suis sur une case de couleur noire, qu'est-ce qui se passe?
La case change de couleur en blanc, déjà, on va commencer par le plus simple. Donc la case change de couleur, elle passe en blanc. Donc j'ai un set, je me rappelle de la commande, c'est set graphique pen. Donc je vais choisir la couleur blanche. En l'occurrence, je vais plutôt même choisir, est-ce qu'on avait bien déclaré notre... On va choisir le crayon en fait ici, la couleur du crayon de la fourmi. Ça nous permettra d'avoir des couleurs différentes. Donc ma fourmi, la première d'ailleurs, sera blanche. Je choisis le crayon qui correspond à la couleur que j'ai affectée à ma fourmi et je trace un point, donc draw, de la même façon qu'on a get point absolu, je vais faire un draw point absolu, x, virgule, y. Voilà. Ici, je peux déjà le faire d'ailleurs, CTRL K, B, je peux, pour montrer la facilité de l'éditeur, hop, CTRL KK, bon, ne me demandez pas pourquoi. Ça, tout ça est par contre échangeable, CTRL KC pour copier, CTRL Y. Je vais déjà commencer la deuxième partie. Si ma fourmi est sur une case qui n'est pas noire, donc le end else ici, qu'est-ce que je fais? Il est dit que dans ce cas-là, elle change la couleur de la case en noir. Donc on va dire ici, je change la couleur en noir. Le crayon noir, c'est le premier. On le définit ici dans ma palette. C'est noir. Il faut toujours faire vigilant pour ne pas mélanger les couleurs et les stylos, puisqu'on a une palette plus vaste que le nombre de couleurs. Donc là, bah écoutez, c'est exactement la même chose. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour que la couleur de la case soit la bonne. Par contre, c'est là la petite subtilité. Maintenant, il faut que je déplace ma fourmi. Là, je suis dans le cas où la fourmi est sur une case de couleur noire. Il faut qu'elle tourne de 90 degrés vers la gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tourner de 90 degrés vers la gauche? Ma fourmi, elle a une direction. Elle va au nord, elle va à l'est, elle va au sud. Tourner de 90 degrés vers la gauche, ça veut dire que si je vais vers le nord, que je tourne de 90 degrés vers la gauche, je vais vers l'ouest. Si je suis vers l'est, je tourne de 90 degrés vers la gauche, je me retrouve au nord. Si je suis au sud et que je tourne 90 degrés vers la gauche, je me retrouve à l'est. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, on se retrouve dans la valeur précédente de ma liste. Et en Pascal, ça c'est super parce qu'en fait, je peux tout simplement ici écrire que... Alors, on est sur la direction, hein, donc je vais mettre la nouvelle direction de ma fourmi, pardon. Elle est égale à quoi? Il y a une commande hein, qui s'appelle prédécesseur de direction. On fait comme ça. D'ailleurs, prédécesseur et successeur de direction, ça marche aussi avec des noms entiers. Hein. Le prédécesseur de 3, Pascal va me dire que c'est 2. Ici, le prédécesseur de sud, le Pascal va me dire que c'est est. Alors vous allez me dire c'est génial, on a presque fini. Et ici, bah forcément, bon je vais pareil, je vais le copier, hein, CTRL K, B, CTRL KK, CTRL K, V, bah, V s'est déplacé, je me suis trompé, CTRL K, C, je vais le remettre ici. Ici, si je suis dans l'autre cas, ben je tourne dans l'autre sens, donc c'est pas le prédécesseur, c'est le successeur. Avec 2C, j'ai un petit doute. Prédécesseur, successeur. Je ne sais plus, mais écoutez, on va voir ça. Donc là, j'ai mon end qui est là. Alors vous allez me dire c'est parfait, sauf que si je le fais comme ça, simplement, ça ne va pas marcher parce que j'ai un problème sur les bords, si je peux dire. C'est que sur le premier, quand je vais être au nord, le prédécesseur de nord, il faudrait que ce soit est. Et en fait, le Pascal considère que c'est pas circulaire, quoi. Si je lui demande le prédécesseur de nord, il va me faire une erreur. Donc il faut que je teste. Il faut que je branche ma batterie surtout parce que je vais me faire couper. Voilà, ça serait dommage. Voilà. J'ai plus de batterie. Donc j'ai juste un test à faire ici en disant que quand
je suis au nord, dans le premier cas, on va le faire ici. On va dire que si direction est égale à nord, zen, c'est le cas particulier, direction égale, deux points égale, alors je vais remonter pour voir ouest, dans ce cas-là, else, je n'ai pas besoin de begin end, hein, puisque j'ai qu'une seule chose à faire. Et idem, contrôle K, alors, je vais copier ce petit bloc ici aussi, on va le mettre ici. Alors par contre, ce qui change, c'est le contraire, c'est si direction égale ouest. Si je tourne dans ce sens-là, donc je tourne à droite, alors la direction est égale au nord. Sinon, la direction est égale non pas au prédécesseur, mais au successeur, avec le petit doute que j'ai sur la syntaxe, mais on va bien voir ce qui se passe. Je supprime cette ligne-là, CTRL Y, donc il y a des petites commandes à savoir. Et là, ben, on a quasiment fini. Hein. Ce qui manque juste, vous voyez qu'ici on teste si la fourmi est vivante ou pas vivante, sauf qu'on ne lui change jamais son état. On va le faire ici. Et on va relire parce que je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, ça me paraît presque trop simple. Bah oui, oui, pour l'instant on a choisi la direction, mais on ne la bouge pas encore. Bah oui, forcément, il faut qu'on déplace qu'on avance notre fourmi d'un pixel dans la direction dans laquelle elle va. Là, si on fait ça, elle va simplement tourner en rond, la pauvre. Donc on va faire on peut le faire comme ça, il y a plusieurs façons de faire. Mais on va faire un case direction, donc c'est une commande qu'on trouve dans pas mal de langages. Hein. Alors en Pascal, elle est particulièrement simple et limpide, je trouve. On va dire case, soit je vais au nord, soit je vais à l'est, on va aligner pour que ce soit à peu près propre, soit je vais à l'ouest, on va aller dans l'ordre, soit je vais au sud, soit je vais à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Si je vais au nord, en fait, si je vais au nord, mes coordonnées Y de ma fourmi augmentent de 2, Y, donc plus 2. Dans les versions plus récentes de Turbo Pascal, il y a on peut dire incrément Y,2 ou incrément Y, ça fait du Y++. Bon là on est obligé de le taper comme ça. Donc si je vais à l'est, c'est mon X qui augmente de 2, hein, ça c'est dû aux coordonnées utilisateurs. Si je vais au sud, mon Y baisse de 2. Donc Y de point égal Y moins 2. Et si je vais à l'ouest, c'est mon X qui diminue de 2. X moins, le moins est là, moins 2. Et j'ai encore oublié une petite dernière chose, et je pense qu'avec ça, ce sera bon. Il faut aussi qu'on teste si on sort de l'écran. Donc on va dire si x est inférieur à 0. Alors il faut que je mette des parenthèses parce que sinon le Pascal il utilise aussi les OR pour faire des OR binaires et il va se mélanger les pédales si je ne mets pas des parenthèses. Si x est supérieur à 638, oui, ou y est inférieur à 0, c'est ça, inférieur à 0, ou y est supérieur à 398. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je dis que vivante de point égal false. Ce qui veut dire que si vivante égale false, ici je sors de ma boucle. Alors normalement j'ai plus besoin du fourmi point puisque je suis dans ma boucle for, on va quand même vérifier. J'ai mon until. Voilà, je suis dans ma... Voilà. Ici, là, dans tout ce bloc que je vois ici, chaque fois que je fais référence à vivante, à x, à y, etc., il va l'appliquer à fourmi point.
Et ben si je me trompe pas, je pense qu'on a fini. Alors on va essayer de le compiler déjà sans l'exécuter. Donc CTRL-KD, je compile, il va me manquer un point virgule. Oh, même pas, incroyable. Donc la compilation se passe bien. Ce que l'on va faire avant de l'exécuter, alors la question a été posée hein, du débugger. Il n'y a pas vraiment il y a pas de débugger en fait dans Turbo Pascal 3. Par contre, il y a des contrôles très stricts des types. Comment ça marche? Je vais faire un $R, $R plus. Donc il va tester le range, en fait les bornes. Ce qui va se passer quand je fais ça, c'est que dans le programme compilé, il va intégrer tout ce qui va bien. Oh mince, voilà. Ah, c'est parce que. D'accord. Voilà. Euh, il va vérifier systématiquement que toutes les variables que j'utilise sont bien dans les bornes que j'ai définies. C'est-à-dire que si j'essaie d'utiliser un crayon qui est en dehors de ma plage 0,3, il va me faire une erreur au moment de l'exécution, dans le run en fait. Et en appuyant sur la touche Escape, il va me positionner dans le source exactement l'endroit où il a trouvé une erreur. Et ça, je peux dire qu'à l'expérience, ça règle déjà une bonne partie des bugs. Déjà, vous avez vu que le compilateur, il est strict. Donc, quand je compile, s'il y a des choses pas claires, il me fait des erreurs, il me positionne sur l'erreur. Donc, déjà, on résout pas mal de problèmes. Plus après cette question de la vérification des bornes des variables, qui est c'est toujours intéressant de le mettre au début, puis quand le programme fonctionne bien, on l'enlève, parce que nécessairement, ça bouffe un petit peu de ressources quand même au niveau du code qui est généré. On va relire notre programme vite fait, donc programme fourmi. On définit notre type direction, nord, est, sud, ouest. On définit notre type fourmi, ses coordonnées, sa direction, la couleur du crayon, elle est vivante ou pas. On définit notre variable fourmi, c'est d'ailleurs la seule variable qu'on ait définie, ce qui m'étonne un peu, mais bon, ben, je pense pas en avoir oublié. Notre initialisation, on est en mode 1, on définit notre palette de couleurs, on positionne notre fourmi au milieu de l'écran, en crayon 1, donc elle va être blanche, le fond lui va être noir, elle va partir au départ vers le nord, elle est vivante, programme principal, on y va, on initialise. Qu'est-ce qu'on fait? Si la fourmi est sur une case noire, on la met on change la couleur du point dans la couleur de la fourmi. Ici, elle va être blanche. Si la direction est nord, alors la direction est ouest. Sinon, je prends la direction précédente. Else begin. Là, c'est le cas contraire. Donc, je force en crayon 0, donc en noir. J'écris en noir. Ici, direction ouest, alors direction nord. Ça me paraît pas mal. Et là, je fais avancer ma fourmi dans le sens qui va bien. Le point virgule, c'est un coup de bol, mais il n'en avait pas besoin. Et ici, bon, bah écoutez, on y va. CTRL KD, donc je sauvegarde. Toujours mieux sauvegarder, parce que si j'ai un gros plantage et que j'ai pas sauvegardé, c'est embêtant. J'exécute, advienne que pourra. Et bon, bah ça marche. Enfin, ça a l'air. Et voilà, on va voir s'il s'arrête bien. Donc vous vous souvenez du schéma qu'on a vu en début. Eh ben, on retrouve bien notre fourmi qui se déploie pendant. Donc il y a quand même 11 000 tests pour faire l'espèce de tête qui est là avant d'arriver au cou, une espèce d'hippocampe ou je sais pas quoi. Alors attention, hein, on est en mode turbo, speed 300%. Bref, le vrai CPC va aller un peu plus lentement. Alors on va passer au vrai CPC. On a aussi oublié quelque chose, c'est de supprimer le curseur qui apparaît en haut à gauche. Donc si j'appuie sur une touche, je sors. On a aussi oublié une deuxième chose, c'est qu'on n'est pas revenu en mode 2 à la fin. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que quand vous êtes en Turbo Pascal, vous allez voir, je vais éditer le programme. Si je suis... Bon déjà, c'est absolument pas lisible. En plus de ça, ça me fait un petit peu n'importe quoi, des fois, au niveau au niveau des scrollings. Donc ici, on va repasser en set mode 2. Bon, je ne vais pas choisir les couleurs. Et CTRL K, D. Donc je sauvegarde, je le réexécute. Ben, ça marche bien. Bon, on est en noir et blanc, ça peut tristouner. On va mettre un petit peu de couleur.
On va cacher, masquer le curseur texte que vous voyez en haut à gauche. Donc j'appuie sur la lettre 2, je repars dans l'éditeur. On va faire ça au niveau de l'initialisation. Il faut toujours le cacher juste après qu'on ait initialisé le mode. Sinon, le Turbo Pascal et le CPM vont toujours afficher le curseur texte parce que enfin, ceux qui connaissent le CPM savent pardon, ceux qui connaissent le CPC savent qu'il n'y a pas vraiment de mode texte en CPC. Le mode texte et le mode graphique, en fait, sont les mêmes modes. Donc là, j'ai une commande qui s'appelle hide txt cursor pour masquer le curseur texte. Et on aurait DSP txt cure pour display text cursor. Donc là, bah, écoutez, moi ça me paraît pas mal du tout ça. Ce qu'on va faire, on va changer un peu les couleurs. J'aime pas trop ce que ce soit en noir ici. On va mettre une couleur, je pensais à marron. Par contre, je ne sais plus si on reteste la couleur. Il me semble que on a fait, voilà. En fait, je me suis planté. Ça marche, mais j'ai eu un coup de bol hein, parce qu'ici c'est pas assez noir. C'est toujours mon problème quand je mélange les crayons et les couleurs. C'est la couleur du fond hein, qui ici va être marron. Si j'exécute, voilà. Et on voit bien qu'on n'a plus notre curseur en haut à gauche. Je repars dans l'éditeur. Ce qu'on va faire aussi, je trouve que ça sera mieux avec un bord noir. Donc on va faire un set border, c'est comme ça. Set border, et j'ai deux couleurs, donc 0,0 puisqu'on peut gérer le clignotement. Donc pareil, ça c'est ce qui est défini dans la bibliothèque ugraph.inc. Si le nom des commandes ne vous plaît pas, vous préférez mode que cette mode, vous pouvez remettre les commandes basiques. Il suffit de changer dans l'unité ugraphique le nom des procédures. Et puis de veiller aussi quand une procédure en appelle une autre, je dois changer les deux. Mais bon, c'est très simple. Donc CTRL KD, allez on y va, on exécute. Et ben voilà, là c'est déjà un peu plus sympa. Donc on voit que ça marche, notre automate fonctionne très bien et quasiment du premier coup. Je reviens à l'éditeur. Ce qu'on va faire, on va, on va voir ce que ça donne en vitesse réelle. Donc en général, je vais enlever le mode turbo, je vais passer à 100% de vitesse. Vous allez voir, ça va changer en bas à droite et je vais exécuter le programme. Ça, c'est ce que ça ferait sur un vrai CPC. Vous voyez, c'est quand même nettement plus lent, mais enfin ça marche bien. Et il y a quand même plus de 10 000 boucles avant d'afficher ce que je peux appeler le coup là, tout à l'heure, vous allez voir ça. C'est relativement rapide. Bon, après, tout ce qui est test de pixels ou affichage de pixels qui utilise le firmware, c'est toujours un petit peu lent. Mais rien n'empêcherait d'écrire dans Pascal, je dirais, des petites procédures en langage machine, hein. Il faut juste que ce soit relogeable. Vous voyez, voilà. Là, on est à plus de 11 000 boucles quand même. Ça ne se voit pas forcément, mais ça fait 11 000 boucles. Je vais repasser en mode rapide. Donc, le turbo, les 300%. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer de modifier notre programme. Donc j'appuie sur une touche, je repars dans l'éditeur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vous vous souvenez, sur Wikipédia, il y a la petite animation avec les fourmis qui sont colorées. On va faire ça, alors dans la façon dont je l'ai imaginé, normalement, ça va être très rapide. On va voir si j'ai bien pensé. La seule chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que notre variable fourmi, qui était du type fourmi, ça devient maintenant un tableau de fourmis. Donc on va dire que c'est un tableau de 1 à, on va mettre une constante, on va l'appeler NB fourmi, ça sera plus simple par la suite. Donc la syntaxe c'est ça en Pascal, hein, un tableau de 1 au nombre de fourmis de type fourmi. Donc on avait une fourmi, là on a une famille de fourmis. Et on va dire que on pourrait le demander avec un input, mais on va ici le mettre en constante. On va ici dire que constante, il n'y a pas de point, constante NB fourmi.
va démarrer avec 3 fourmis par exemple, et on testera avec plus. Donc j'ai créé mon tableau, bon évidemment ça suffit quand même pas. Ce qui va changer ici, c'est que là, il faut que je dise... Alors, je vais devoir créer une boucle quand même. Je vais le changer comme ça. With fourmi de n do begin. On va changer aussi le contenu qui est là. Ici, alors par contre, on va créer... Vous avez vu que jusqu'à maintenant, on avait une seule variable, quoi. Enfin, bon, qui contient des sous-ensembles, mais c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est très lisible. Après, on va faire notre boucle, on va dire for n de point égal 1 to le nombre de fourmis, nb fourmis, do, j'ai peut-être même pas besoin de mettre un begin, else je vais pas le mettre puisque j'ai ensuite mon with qui est là. Il faut que je définisse n, alors n, je pense, on pourrait le définir ici en local, mais je pense qu'on va avoir besoin ici également de faire une boucle pour toutes nos fourmis. Donc on va le mettre on va créer une nouvelle variable globale. Ici je définis mes variables globales, hein. Dans mes procédures c'est mes variables locales, et on va dire que c'est un, on peut dire que c'est un byte. Je pense que ça suffit, hein. On n'aura pas plus de 255 fourmis, et les bytes sont plus rapides que les integers. Alors, il faut qu'on change aussi quand même quelques petites choses ici, parce que si on le laisse comme ça, je n'ai même pas besoin de faire ça, je vais faire différemment. Toutes nos fourmis vont démarrer en 320 par 200, ce qui est pas bon. Donc on va les placer aléatoirement sur l'écran, entre 0 et 639 par exemple, ou plutôt, on va dire 638. Y, idem, on va les mettre entre random on va être dans la même logique, donc de 398. Le crayon, bon, on va faire un peu plus sympa. On va choisir on veut des fourmis de couleurs différentes. On va dire que c'est un random de 3. Donc il va me sortir 0, 1 ou 2, plus 1, pour avoir 1, 2 ou 3. Vivante égale true, ça ne change pas. Et la direction de notre fourmi, on va la faire aléatoire entre nord, est, sud-ouest, la direction initiale. Alors pour faire ça, il faut faire du transtypage en fait. Alors transtypage, c'est ce qui vous permet de changer un type de données dans un autre type de données. Ce que le Pascal ne fera quasiment jamais automatiquement, il faut lui préciser. En fait, comment on fait? Donc on a vu que notre direction, c'est du type direction. On va lui dire que le transtypage, c'est ça, c'est que ma direction, c'est... Vous avez vu qu'on a 4 directions, nord, est, sud, ouest, les 4 points cardinaux. C'est random de 4, donc j'ai un nombre entre 0 et 3, et je vais le transtyper en fait. Ça va devenir une direction. C'est-à-dire que mon nombre aléatoire 0 va devenir nord, le 1 va devenir est, etc., etc. Donc là, c'est bon. Ici, alors là, ça se complique un tout petit peu, c'est qu'il va falloir... Alors, quiz fourmi. Alors là, il va falloir que je déplace toutes mes fourmis. Sauf que ce que je veux, je ne peux pas le faire. Bon, ce qu'on va faire déjà ici, il y a un truc qui ne va pas, c'est que si j'ai X fourmis, je peux pas. Il faudrait que je m'arrête quand toutes les fourmis sont mortes. Bon, on pourrait gérer ça, mais on va le faire différemment. On va juste décider de s'arrêter quand on appuie sur la touche Escape. Donc on enlève ça ici. Et je pense que ce qui ne va pas dans ce cas-là, c'est que cette partie-là, le with fourmi do begin, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Donc je vais faire une boucle. Je vais la décaler. Je vais le décaler comme ça. Voilà. Et ici, je vais mettre ici mon with, donc fourmi, idem de... Ah, j'oublie ma boucle aussi. With fourmi de n, do begin,
Alors il va pas falloir que je me plante dans toutes les imbrications aussi, c'est quand même beaucoup imbriqué. Donc là, je suis en dehors du repeat, mon repeat doit être là. Et j'ai mon end qui est ici, qui correspond au end du with. On peut peut-être quand même le préciser pour s'y retrouver. Donc c'est le end qui correspond au with. Par contre, ce qui me manque ici, c'est une boucle sur toutes mes fourmis. Hein. Je pense que c'est là qu'il faut la mettre. Donc for n de point égal 1 tout le nombre de fourmis, nb fourmis. Oui, d'où normalement il n'y a pas besoin du begin, hein, puisque idem, tout est dans mon bloc ici. Alors je vais refaire mon indentation correctement. Oui, on est là. Moi je pensais que ça serait un peu plus simple en fait. If begin. Voilà. Là j'ai mes blocs qui sont bien structurés. Ici, je repars là. On va faire des 0. C'est toujours important d'être vigilant là-dessus, quoi, sur le. Donc ici, je me positionne. Là, c'est pas le end de mon. Je pense que j'ai cafouillé avec mes ends. C'est du live. Hein. Le end de mon with, il est là. J'ai l'impression que j'ai un end en trop là-dedans. Ah non, ça correspond au case, oui. Bah, ça m'a l'air pas mal. Et là, j'ai pas mis de end. Bon, je vais quand même mettre un begin. C'est pas utile, mais ça clarifie quand même un peu les choses. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir mon end qui est là. Ben, ça me paraît pas mal. Hein. Je vais quand même relire. Donc, on fait notre initialisation, on fait notre boucle repeat, jusqu'au moment où on appuie sur la touche échappement. Pour toutes les fourmis qu'on aura définies, donc là, je crois qu'on en a mis 3 ou 5, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque fourmi, tout ce bloc-là ne change pas normalement. J'ai remplacé fourmi par fourmi de n. Simplement, ce qui va se passer, donc ici, la fourmi est vivante ou elle meurt, mais il y en a plusieurs. Donc jusqu'au ici, c'est bon. Et là, j'ai ma boucle. Donc je vais traiter toutes mes fourmis. Et une fois que j'ai traité toutes mes fourmis, je recommence jusqu'au moment où j'appuie sur la touche Escape. On y va, on sauvegarde. On va essayer de compiler sans exécuter, voir si on a des erreurs de. Ah, ça j'aime pas, parce que quand il met ça, c'est qu'effectivement, il me semblait bien que j'avais un doute, on s'est planté dans les begin end. Donc là j'ai un begin, là j'ai un begin, là j'ai un begin, j'ai mon end qui est là, j'ai mon end qui est là, j'ai mon case qui est là, j'ai un end, j'ai le end du with qui est bien là. Ouais, c'est curieux parce que je vois pas où est mon erreur. Alors, for begin, do begin, il est bien, il est là. Donc il est bon. Le end, il va avec celui-là, donc c'est bon. Mon if, j'ai un end, j'ai pas de. Normalement ça sert à rien, mais c'est bon, ça ne devrait pas être très grave ça. Begin, end, else begin. J'ai mon end qui est là. On va éclaircir un peu le source comme ça. Donc celui-là va avec ce bloc là. Celui-là va avec ce bloc là. End.
Ouais, j'ai fait un gros bloc, j'aurais peut-être pu le... Il va me faire l'erreur puisque j'ai pas corrigé. Point expected, c'est-à-dire que j'ai... Oh, bah oui, c'est celui-là qui sert à rien. Je sais pas d'où il sort celui-là. Ouais, oui, c'est idiot. On perd du temps bêtement. Donc là, c'est bon. CTRL KD, je sauvegarde, je compile. Donc là, ça va marcher. La compilation marche, hein. Ce qui ne veut pas dire que le programme marche. J'ai gardé mon R+, j'ai un nombre de fourmis qui est égal à 3. Je suis en train de me dire d'ailleurs quelque chose. On va pas faire ça. On va pas dire que crayon c'est égal à random de 3. On va dire que le crayon, pour être sûr d'avoir des couleurs différentes, le crayon est égal à, on va le faire comme ça, est égal à n modulo, on veut aller de 1 à 3, m modulo 3, plus 1 si je ne me trompe pas. Donc on va vous dire, oui ça c'est pas mal ça. Donc si je mets 3 fourmis, comme ici, mes 3 fourmis devraient avoir une couleur différente. Les 3 couleurs qu'on a définies, donc on doit avoir un fond marron, une fourmi blanche, une fourmi rouge, une fourmi bleue. Allez, on y va, on exécute, on n'a peur de rien. Et ben voilà. Alors ça par contre c'est un bug. C'est drôle. Là on a bien nos fourmis qui avancent. Alors qu'est-ce que c'est que ce bug? Donc on a un problème avec les bords de l'écran. C'est assez drôle. Donc échappement, ça s'arrête. Je repars dans mon éditeur. Comment ça se fait ça? C'est pas l'histoire de mon crayon. J'ai bien mis tout ce qui allait bien. J'ai dû me planter dans les... Ici, là. Ifx inférieur à 0, x supérieur à 638. J'ai bien mis des or. Or y inférieur à 0, or y supérieur à 398. 640, 400. On dirait qu'elle continue à... Ah, mais là j'avance de 2. J'avance de 2. Ah, non. Alors là je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Quand elle arrive sur le bord... En plus, je vais le refaire. Ça semble... Ça le fait sur le haut et le bas de l'écran. Ouais, ça le fait sur le partout. Ah là, j'en ai deux en plus. Bien, bien, bien. Oh bah c'est original. Voilà, mon nouvel automate. Et il est plus sympa que la fourmi de Langton. On a des surprises. C'est assez drôle. On va laisser tourner un petit peu. Par contre, ça m'interpelle. J'arrive pas. Je comprends pas en fait. Ah oui, de temps en temps, il y a des modes de fonctionnement qui sont continus. On va essayer de mettre beaucoup plus de fourmis. Je vais en mettre 10 par exemple pour voir ce qui se passe. Donc je compile, oui, la compilation, elle est... Jusque-là, tout se passe bien, sauf qu'à partir d'un moment... Alors j'essaie de comprendre pourquoi ça fait ça. C'est là peut-être que le débugger pourrait être intéressant, mais enfin débugger ça, de toute façon, ouais, ça doit être une grosse... Je repars dans l'éditeur. C'est nécessairement au moment où on trace le point, procédure initialisation, repeat, for n égale 1 tout nombre de fourmis. Ah,
Ah, non. Ou alors ici, il faut que je prenne des marges. C'est pas très logique, mais je vais quand même essayer ça. Si y est inférieur à 4. Il est possible qu'il teste un moment un point qui est en dehors de l'écran. Ah bah non, c'est pas ça. Bon, mais je crois qu'on va en rester là pour ce soir et rechercher un peu. Donc c'est pas ça. Donc mon test ici, il est bon. Bon, je vais quand même prendre une petite marge, mais au maximum, ce serait ça, hein. Normalement, on fait le test avant d'incrémenter, donc je vois pas, ça peut pas être ça le problème. Euh, J'avais dit que je ferais pas de coupure dans la vidéo, mais je crois que je vais devoir en faire une parce que là, j'ai beau regarder, je comprends pas. C'est pas une histoire de byte, donc j'ai mis des integers. Ça le fait de tous les côtés, quel que soit le bord, c'est pas le crayon. Ah, elle est d'accord. Ben oui, ben oui, évidemment. Ah là là. Et là, le débugger m'aurait pas forcément beaucoup aidé, hein. Ce que j'oublie, c'est que là, j'ai plusieurs fourmis, mais même quand j'ai une fourmi qui est morte, le système continue de tourner. Donc il faut que je rajoute ici un test if vivante, if vivante, then begin, et je vais tout décaler ici, c'est-à-dire qu'effectivement je continuais à afficher à faire déplacer mes fourmis qui étaient mortes sur le bord de l'écran. Donc quand elles sortent de l'écran, elles sont mortes et on ne doit plus les afficher. Donc là il me manque un end qui doit être avant le end du with. If vivante, je fais tout ça. Si elle n'est pas vivante, je fais surtout rien. CTRL KD run, voilà. Ça va mieux marcher là. Génial. Donc effectivement, quand elle sort de l'écran, vous voyez la bleue en bas à droite, elle s'arrête. Alors, c'est assez drôle quand on en met plusieurs, il y a des phénomènes de phagocytation. Elles partent bien toutes dans plusieurs sens, donc c'est très bleu, blanc, rouge là, hein. On va peut-être plutôt mettre le blanc jaune, ça serait un peu plus joli. Ah ouais, vous voyez les phénomènes, c'est assez amusant. Je vais mettre des couleurs un peu plus sympas. Donc le blanc, on va essayer de mettre du jaune vif, c'est pas mal ça. Je crois qu'elle existe cette couleur-là. Et à la place du rouge, puisqu'on est déjà sur du rouge, on va plutôt mettre un vert. CTRL KD. Je sauvegarde, je l'exécute. Voilà, on a du jaune, du vert, du bleu. Et on a nos fourmis là qui. Alors on est sur un CPC un peu boosté là, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc on voit bien que quand la fourmi là, qui avance sort de l'écran, ça s'arrête. Là il va y avoir une collision entre les deux. Ah, pas encore. Oui. Et ben voilà, notre fourmi de Langton fonctionne seule ou plusieurs en couleur, comme on l'a vu dans l'article de Wikipédia. Alors ça peut tourner longtemps en fait.
Ah voilà, là elles sont. Alors, ce qui manque effectivement, ce serait de dire que le programme s'arrête automatiquement quand toutes les fourmis sont mortes, puisque là il continue à tourner dans le vide. Heureusement, la touche échappement me permet de sortir. Et écoutez, avant d'en finir, on va s'amuser un peu. On va essayer. Allez, soyons fous, je sais pas trop ce que ça va faire. 30, non pas 300, là ça va pas marcher. 30 fourmis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est pas mal. De temps en temps, on le voit en bas à droite, il y a des phénomènes un peu comme le jeu de la vie. Vous voyez les deux qui sont en bas à droite, la bleue et la jaune, ça fait un cycle permanent. On va essayer encore avec. Alors évidemment, plus on a, plus ça va être lent, hein, mais on va essayer avec 60. C'est parti. Bon, bah pour les longues soirées d'hiver, à défaut d'avoir une cheminée à la maison, on peut mettre ça en grand et laisser tourner. Alors je sais pas s'il y a des choses qui font que ça tournerait. Oui, si tout à l'heure, on avait l'impression que ça tournait éternellement. On le voit en bas là. Il y a des petites choses qui tournent, mais qui vont se faire phagocyter par d'autres choses. Ouais, je pense qu'au niveau des choix des couleurs, on pourrait faire des trucs encore un petit peu plus sympas. Alors, ce qui serait top, ça serait d'avoir 16 couleurs. On pourrait le faire en mode 1, mais en mode 1, j'ai peur que les pixels soient très, très, très gros. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, ça a sans doute été un petit peu plus long. Je pensais que la dernière partie serait un petit peu plus rapide. Bah, vous avez vu que enfin, c'est très utilisable, hein. Il n'y a pas de débugger, donc bah voilà, c'est à l'ancienne, hein. Il ne faut pas se planter. Par contre, le contrôleur syntaxique, il est très bon. La vitesse, elle est, bon, évidemment, là on a un mode accéléré, elle est correcte. L'éditeur, je ne sais plus si je vous l'ai dit ça, c'est que j'utilise maintenant systématiquement l'éditeur du CPC, sachant qu'on peut facilement aller sur Notepad en faisant du drag and drop avec une APE sur les fichiers disquettes, mais bon, c'est plus long parce qu'il faut aller dans Notepad, modifier le programme, le recopier, on finit par se mélanger les pédales. Euh, Bon, bah écoutez, je vais vous laisser regarder la suite s'il reste encore quelqu'un dans cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le programme, enfin la disquette CPM Turbo Pascal V3 en, en commentaire. Et prochaine vidéo que je ferai, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le Gomoku et regarder, soulever le capot et voir un petit peu comment ça marche. Alors pour le Gomoku, il y a eu quelques questions aussi sur l'algorithme. L'algorithme, bah, clairement, il n'est pas de moi, il est de Borland. Je me souviens plus du nom du bouquin. C'est un bouquin qui est paru dans les années 85 et qui s'appelle Game Turbo Gamework, quelque chose comme ça. Turbo Gamework, avec des programmes Turbo Pascal pour PC en V4. Turbo Pascal V4 pour PC, donc il a fallu un petit travail d'adaptation pour l'adapter au CPC. Il y a un programme de Gomoku, mais qui est en mode texte, hein, donc un programme, il y a un jeu d'échecs. Alors, j'ai pas regardé le jeu d'échecs. Est-ce qu'il fonctionnerait sous CPM? Est-ce qu'il y a assez de mémoire? J'ai un peu des doutes, mais il faudrait peut-être voir. Et un programme de bridge. Mais comme je ne joue pas au bridge, je pense que je ne vais pas adapter celui-là. Mais on y jettera quand même un œil dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.